Voilà, la série des invités est là. Alors, nous recevons pour vous, c'est un peu une première hein, pour cette année, Monsieur Mike Mukebai. Bienvenue. Bonjour. Alors, après la prison, vous revoilà. Me revoilà. Ben voilà. Vous aviez reçu la grâce présidentielle? Non. J'ai été libéré sur la base d'une liberté conditionnelle. Liberté conditionnelle. Oui. Il y a des conditions par rapport à ça. Non, liberté conditionnelle ne veut pas dire que ma libération est conditionnée, subordonnée à ceci ou cela. Non, liberté conditionnelle, c'est une mesure prévue, elle est légale. Elle est accordée quand le prisonnier a réuni, qu'il était condamné et qu'il a réuni certaines conditions, notamment une bonne conduite, ainsi de suite, avoir au moins totalisé déjà l'écart de peine et tout ça. C'est pourquoi on parle de liberté conditionnelle. C'est par rapport aux conditions à réunir pour répondre, pour être éligible à la liberté conditionnelle. Et comment votre casier judiciaire alors? Il y a un tanché ou bien vous... Oh, ben écoute, je suis un homme serein. Je considère que c'est une condamnation politique. Vous savez, le ministère public a eu du mal à prouver, en fait, comme en droit, à donner un contenu aux préventions qu'il mettait à ma charge. Et par moments, je me demandais ce que je faisais là devant le tribunal. Là, par exemple, il m'a accusé de faux bruit, mais je l'ai démontré lors de l'audience que dans l'émission incriminée, je n'avais jamais dit qu'il n'y aura pas élection le 20 décembre 2023. Plutôt, la position de mon parti et celle que moi j'ai portée sur ce plateau-là, c'était que nous voulions les élections le 20 décembre. Mais en audience publique, le ministère public a soutenu tout le contraire, m'accusant moi d'avoir dit qu'il n'y aura pas d'élection, que Félix Tshisekedi ne pourra pas les organiser. Même alors que je l'aurais dit, est-ce que c'est une infraction cela? Ben, il fallait condamner Mukebai, m'empêcher de participer aux élections. Bon. Donc, maintenant, aujourd'hui, même si on organisait les élections, vous n'allez pas participer? Non, pourquoi je participerai pas? Oui, mais votre casier judiciaire? Non, non, ce n'est pas un casier judiciaire dans l'ensemble qui pose problème. Avec notre loi électorale, ceux qui sont inéligibles, c'est ceux qui sont frappés par des condamnations liées à des faits de corruption. Le cas de Jean-Pierre Bemba, parce que lui, il était condamné à la CPI pour subornation de témoins, que la Cour constitutionnelle avait assimilé ici à la corruption. Alors si c'est d'autres condamnations... Donc Jean-Pierre Bemba, tel qu'il est là, il ne peut pas? Il est inéligible en principe, hein, mais les gens vous diront qu'il a déjà été sanctionné une fois, qu'il ne peut pas être sanctionné 2 ou 3 fois pour la même cause. Donc ce sont inéligibles ceux qui ont fait l'objet de sanctions liées, des condamnations liées à des faits de corruption. Je crois aussi aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité. Pour le reste, ça ne pose pas problème. Alors vous avez tous vos mouvements? Non, je n'ai pas la liberté de mes mouvements. J'ai été sorti de Makala pour être enfermé dans une nouvelle prison. Comment je suis privé de mon passeport depuis 2 mois. Votre passeport? Oui, j'ai formulé une demande de renouvellement de passeport. Mon passeport avait expiré et j'ai formulé ces demandes-là déjà au mois, je crois, de mars, une semaine avant ma libération. 1 mois plus tard, je me posais de questions que j'avais toujours pas mon passeport. Je suis allé voir un haut responsable à un certain niveau dans le service qui m'a dit clairement que des instructions avaient été données pour geler ma demande de passeport. C'est l'occasion pour moi de demander à quelqu'un, parce que j'imagine que c'est à ce niveau-là que la décision a été prise. J'ai dit d'abord que cette décision est arbitraire, elle n'est fondée sur aucune légalité. Je lui demande de me restituer, de me donner mon passeport. Sinon, dans les semaines qui viendront, je vais prendre mon sac de couchage, je vais aller faire un sit-in là-bas. Je suis allé dormir devant le bâtiment département identification de l'ANER. Et par rapport à voilà ce qui se passe. On appelle à la cohésion nationale, on appelle à aller voir Eberand, et on accuse certains de participer à des mouvements subversifs. Nous qui sommes au pays ici, qui nous battons pacifiquement, voilà de quelle façon nous sommes traités. Donc continue à frustrer d'autres Congolais, peut-être les pousser à des solutions extrêmes. Ce n'est pas bon ça. Alors maintenant, aujourd'hui, la situation telle qu'elle est là, il y a la situation d'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et là, il y a plusieurs initiatives qui sont en cours. Il y a DOA, il y a l'ECC, il y a la CENCO ECC, il y a aussi des initiatives au niveau sous-régional. Alors qu'est-ce qu'il faut pour le remède dans l'Est de la République démocratique du Congo? Faudra-t-il aller au niveau de consultation?
Ouais, je crois que le processus est en train d'avancer, même si les horizons paraissent bouchés, mais le processus est en train d'avancer. Quand déjà Félix Tshisekedi fait la concession d'accepter les dialogues directs avec l'M23, c'est une très grande avancée. Je crois que c'est en même temps une leçon à ses partisans, hein, à tous ces turiféraires de leur dire que la réalité est tout autre que ce qu'on tente de faire passer dans le média. Imaginez que Félix Tshisekedi décide un matin les dialogues directs avec les M23. Ça signifie quoi? Ça signifie que des informations à sa possession lui ont fait comprendre que renverser le rapport de force sur le terrain militaire n'est pas très évident. C'est cela ce qu'il faut se dire. Alors c'est déjà un pas, et comme je l'avais dit, tout de suite sorti des prisons, qui finira par y avoir les dialogues directs. Et les dialogues directs dérivera au pacte social de l'Église. Pacte social. Ouais, c'est cela. De la Cinco. Mais vous avez vu que. Vous êtes sûr, mais. Vous avez vu que les évêques. Mais jusque-là, il y a encore Vous avez vu que. Oui, mais c'est cela. On prend le temps de montrer que je contrôle encore la situation. C'est moi qui ai la main. On demande à Ebéran de recevoir des opposants. Et ça fait très flop, vraiment flop, un flop total. Et là, il n'y a plus d'autre issue que d'aller vers ces dialogues. Et donc, comme Doha a commencé, je reviendrai sur Doha, mais comme Doha a commencé, ça signifie que nous dériverons. Regardez les effets qui ont été reçus au plus haut niveau du monde. Emmanuel Macron, Guterres, et au Conseil de sécurité, la France est revenue sur l'initiative des évêques catholiques et protestants pour encourager qu'on aille vers les pactes sociaux. Donc ça va prendre un peu de temps, 1 mois, 2 mois, le temps peut-être que Ebéran mette en place son gouvernement très éphémère, et finalement nous nous retrouvons. Est-ce qu'il y aura encore le gouvernement? Je me pose même la question, s'il y a encore... Avec toutes les incertitudes. Je me pose encore la question s'il y a même encore opportunité. Si Félix Tshisekedi trouve encore opportun de remanier, en fait d'élargir le gouvernement Soumouna. Je me demande si c'est le cas. Mais ce qui, à mon point de vue, me paraît un peu, qui bloque un peu, c'est l'effet de la multiplicité des initiatives au niveau de la facilitation. Vous avez Doha qui n'avait pas été prévu au départ. Vous avez le processus de Luanda qui est maintenant pris en charge par Faure Gnassingbé. Mais en même temps, vous avez l'EAC et la SADC qui ont mis en place un panel de facilitateurs et qui poussent dans le sens de jumelage entre Luanda et Nairobi. Ce qui, à mon point de vue, déjà, n'est pas réalisable. Parce que le processus de Nairobi est très complexe. Il s'agit de réunir des groupes armés, c'est plus de 100, 180. Aujourd'hui, ils sont peut-être plus de 200, comme on a ouvert la voie à la prolifération de ces groupes armés, que nous aurons du mal à gérer après-demain, il faut se le dire déjà. Ces groupes armés. Oui, mais alors, il faudra maintenant, après la guerre, qu'est-ce qu'il faudra faire de ces jeunes-là? Alors il y a une loi à l'Assemblée nationale contre le mixage-brassage. Non, vous savez, le mixage-brassage, j'ai suivi des gens qui condamnent Kabila. Et quand Kabila arrive en responsabilité, Kabila trouve le processus de Lusaka déjà engagé. Le processus est lancé, il est engagé. C'est Laurent Désiré Kabila, après moult tergiversations, qui décide finalement de signer l'accord de Lusaka. Donc Kabila n'a pas d'autre choix. Alors, ceux qui ne sont pas avec Kabila, qui le condamnent d'avoir accepté ces processus, mais en réalité, c'est un processus que nous avons tous accepté. Parce qu'il a eu pour terrain d'atterrissage ce processus-là, les dialogues intercongolais à Saint-Titi. Et nous y étions tous. Donc nous avons engagé la nation. Aujourd'hui, Kabila est responsabilisé lui seul. Mais alors, réfléchissons. À l'époque, vous avez les pays divisés en 3 administrations. L'administration Kinshasa avec Joseph Kabila, l'administration MLC avec Jean-Pierre Bemba et l'administration RCD avec Robert. Vous êtes dans cette situation. Si vous ne voulez pas du brassage, et vous faites quoi maintenant pour opérer la réunification? C'était un fait accompli. C'était un fait accompli parce que vous n'avez pas pu vaincre les 2 autres administrations militairement. Et elles sont là. Alors vous arrivez à la table de négociation. C'est à la table de négociation que vous allez demander leur reddition, leur capitulation. Nous n'avions pas le choix. Et puis, il faut arrêter ces faux fuyants de chercher à expliquer les faiblesses qui sont d'ordre structurel de notre armée, les expliquer tous, les réduire toutes à l'infiltration. Ah, c'est faux. Et d'ailleurs, vous savez, on dit en français que les faits sociaux sont totaux et globaux. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est l'infiltration qui explique à elle seule la faiblesse de notre armée. La preuve, c'est quoi?
On ne vient pas d'augmenter la solde maintenant? Ah, donc on s'est rendu compte qu'il manquait de motivation. Il y a bien d'autres raisons, c'est des questions de défense très sensibles. Je ne peux pas développer là-dessus sur ce plateau. Alors, tout à l'heure, vous parlez des Doha. Vous avez dit que ça s'est invité. Oui. Et que trop de facilitations risqueraient aussi de tuer les facilitations aussi. Bon, je crois, hein, ça, je n'ai pas la maîtrise, je n'ai pas d'informations, je parle de manière empirique. Je crois qu'au niveau africain, diplomatiquement, on est en train un peu de réfléchir pour voir comment rapprocher l'une et l'autre facilitation. Je crois que c'est le travail à faire. Ou peut-être que Doha va avancer, puisque l'avantage de Doha, c'est qu'il a commencé. L'avantage de Doha, c'est qu'il a permis les tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Kagame. Il a permis les dialogues directs avec l'M23. Donc, il va sûrement avancer. Mais c'est bloqué au niveau des préalables. J'avance. Et qu'on verra par la suite comment impliquer les Africains. Est-ce qu'il ne faudra pas laisser les Africains en marge? C'est humiliant ce qui s'est passé. Je regrette que ça a été fait de cette façon-là. Je ne condamne personne, pas Félix Tshisekedi. Mais vraiment, ça a été un peu humiliant pour l'Afrique qui avait la main sur cette question, qui est en train de mener le processus à partir de Luanda, de se laisser surprendre comme ça par un fait soudain, Doha, qui lui a ravi, qui lui a soufflé l'initiative. Donc, Doha est bloqué. Je comprends que c'est de la surenchère des part et d'autre, mais nous n'avons pas le choix. Parce que vous remarquerez qu'à tous les niveaux sur la scène internationale, le leitmotiv est le même. C'est compromis politique, compromis politique, compromis politique. Personne n'est favorable à une solution militaire. Personne. Et oui, Doha va peut-être gripper ici, gripper là, dans les 2-3 semaines. Peut-être que les hostilités peuvent encore reprendre, parce que certains pensent qu'ils peuvent régler la question sur le terrain militaire. Mais vous remarquerez que nous finirons par atterrir sur un compromis politique. Ça prendra un peu de temps, encore quelques semaines et quelques mois. Mais nous allons avancer. Parce qu'en fait, la guerre n'est profitable à personne. Ni aux uns, ni aux autres. Mais ceux qui payent... Ce sont des préalables inconciliables. Oui, mais c'est cela toujours de négociations. Les gens viennent avec des positions assez... il me manque les mots. Ils demandent toujours plus, mais finissent par faire des concessions. Et c'est cela même le propre des négociations. Est-ce que l'émir du Qatar a les cartes en main? Est-ce que ce n'est pas aussi la faiblesse aussi de Non, je pense qu'il a les cartes en main. Le Rwanda est très très lié au Qatar. En principe, si nous devions rester objectifs, nous n'aurions pas dû faire les déplacements de Doha pour négocier sous l'égide de l'émir du Qatar. Parce que vous savez que le Qatar est actionnaire dans Rwandair à 49%. Le Qatar brasse pas mal de millions de dollars dans plusieurs secteurs d'investissement au Rwanda. Le Qatar est lié avec le Rwanda par la publicité que porte PSG, Visite Rwanda. Donc, si nous avons accepté d'aller chez celui qui est présenté dans le monde comme le parrain du Rwanda, j'imagine donc que le chef de l'État a bien trouvé de garanties de la part de l'émir du Qatar. Voilà. Est-ce que ce n'est pas biaisé? Parce que déjà, vous l'avez dit, il serait le parrain du Rwanda. Et qu'est-ce qu'il va proposer? Je me dis, je ne suis pas dans les secrets de Félix Tshisekedi. S'il a accepté, c'est qu'il a reçu des garanties de l'émir du Qatar. Parce que je ne voyais pas, moi, le Congo accepter d'aller à Doha. Mais donc, s'il a accepté, c'est qu'il a reçu des garanties de l'émir du Qatar. Entre-temps, il y a Faure Simbe qui est là, en train de mener des consultations. Quelle chance vous accorde aussi à la démarche de Faure Simbe? Non, je crois que l'une et l'autre démarche finiront un moment par trouver un point d'intérêt. Comme ça, donc à ce stade, je ne n'accorde pas de chance parce que Doha est déjà bloqué. Donc Faure Gnassingbé ne pourra pas faire plus que Doha. Mais je me dis qu'à un moment donné, l'une et l'autre facilitation trouveront un point d'intersection. Alors à l'interne, l'Église catholique, il y a une certaine méfiance, surtout de la part du gouvernement, de la part de ceux qui détiennent le pouvoir. Mais elle continue toujours à faire pression pour mettre tout le monde autour. L'Église ne fait pas pression. Je l'ai déjà dit et je le répète ici. Le dialogue est incontournable. Ce n'est pas à aimer ou à ne pas aimer. Il est incontournable. C'est la seule issue qui se présente à nous tous. Bon,
Chacun, avec son approche à lui, Félix Tshisekedi a pensé que ces dialogues-là pouvaient se matérialiser par la voie de consultations avec Eberhard, mais ça a été très mal fait, de manière unilatérale. Vous voyez des grands leaders de l'opposition se présenter devant Eberhard et soumettre leurs désirata à Eberhard, quitte à ce que celui-ci fasse le compte-rendu à Félix Tshisekedi, et que nous nous retrouvions dans une position à la merci de Félix Tshisekedi pour qu'il décide lui seul. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons nous retrouver autour d'une facilitation et qui nous mette tous sur le même pied d'égalité. Parce que la crise, elle nous concerne tous, chacun a sa responsabilité dans cette crise-là. Donc alors ça prendra encore du temps. L'Église catholique n'a pas besoin de faire pression. Elle ne fait d'ailleurs pas pression. Elle a proposé vraiment de manière désintéressée une démarche. Il s'est fait que de l'autre côté, il y a beaucoup de soupçons, qu'on imagine. Mais on imagine quoi? Parce qu'en fait, ce que l'Église amène comme pacte social n'est qu'une mouture autour de laquelle nous allons discuter, et nous, eux, pour qu'enfin nous arrivions à un compromis politique. Il n'y a rien de conclu que l'Église va opposer ou imposer à tel ou tel parti. Il n'y a rien. Je ne comprends pas ces soupçons-là. Je ne les comprends pas. Alors tout semble un peu gripper la machine. En même temps, au niveau de la scène politique, la situation se crispe pour certains opposants. Comment sera l'issue par rapport à ça? Quand vous voyez que ça commence à se cristalliser sérieusement, avec par exemple le blocage de Doha, quand on est dans un processus de négociation, c'est qu'en fait, la décrispation s'approche. Ouais, ça s'est vraiment cristallisé ces dernières heures, surtout autour de la personne de Joseph de Kabila. Moi, ça me rassure plutôt. Ça me dit que la décrispation s'approche. Comment ça? Oui, mais c'est cela, je ne sais pas t'expliquer ça. C'est des choses peut-être qu'on sent avec les nez, mais qu'on ne sait pas expliquer de manière intelligible. On les sent avec les nez, quand on a le flair. Ben voilà quoi. Donc les choses vont se décrisper. Ouais, nous y allons déjà. Et avec ça, 2028, il y aura élection et des choses. Ouais, 2028, des élections. Le grand combat, si jamais il y a des négociations demain, le grand combat, c'est de nous mettre d'accord autour d'un processus électoral transparent, totalement transparent. Parce que vous parlez de la décrispation. Ouvrons un peu une petite parenthèse, peut-être on va la refermer. Il y a le dossier Boukangalonzo qui répond. Et ce dossier, hier, on a suivi la sortie médiatique des avocats de Matata qui ont dit que Matata ne va plus comparaître aux différentes audiences de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous ne voyez pas que Matata risque gros le fait de ne pas comparaître et il risque d'être condamné par défaut? Le cas Matata est le cas le plus emblématique en termes d'illustration pour celui qui ne comprend pas très bien qu'il n'existe plus de justice en République démocratique du Congo. Moi, j'en sais quelque chose. Hein. Ce que j'ai vécu est pire. Mais le cas Matata est le plus emblématique. Il est d'abord jugé en 2021, Matata, par la Cour constitutionnelle, qui elle-même arrive à la conclusion qu'il n'est pas possible de juger Matata en ce qui concerne des faits mis à sa charge dans l'exercice de ses fonctions de Premier ministre. Ça, on constate qu'il y a un vide dans l'appareil judiciaire congolais, qui n'est pas prévu de juger un ancien Premier ministre ou un ancien président pour des faits qui datent de l'époque où il était en responsabilité. Ça, on constate. Quand vous constatez qu'il existe ces vides-là, vous dites, qu'est-ce que nous faisons? Vous ne faites pas de la Cour constitutionnelle un organe qui commence à crier les droits et qui décide en fait maintenant de trouver en Matata un juge. Ah non, vous constatez et vous revenez à mon point de vue à l'origine. À l'origine, c'est qu'il faut qu'à l'avenir, qu'on légifère sur cette question. Qu'il y ait bien un juge pour les anciens premiers ministres dans le cadre des faits qui sont mis à leur charge pendant l'exercice de l'offre. Vous revenez à cela. Non, plutôt que de faire ça, qu'est-ce qu'il y a? On constate qu'on ne peut pas juger Matata. Et c'est clair. Et déjà que quand on constate qu'on ne peut pas juger Matata, cet arrêt-là, il est irrévocable. C'est un arrêt de la Cour constitutionnelle. L'arrêt RP001. Il est immédiatement exécutoire. Ça signifie que l'affaire Matata est close à partir de ce moment-là. Close et close à jamais. Alors, je n'ai jamais compris, je parle sous la réserve des journalistes, des juristes, des éminents juristes de mon pays,
Non, par la suite, c'est le procureur général près la Cour constitutionnelle qui, je ne sais par quel mécanisme, prend le dossier pour le transférer au procureur général près la Cour de cassation. Je ne sais pas comment ça s'est passé. J'aimerais bien comprendre cette procédure. Soit le dossier se retrouve au parquet général près la Cour de cassation. On sait que le procureur général de l'époque a commencé par écrire à qui de droit pour dire qu'il n'était pas possible de juger Matata, mais que sous pression, il a fini par plier et fixer l'affaire devant la Cour de cassation. Devant la Cour de cassation, des exceptions sont soulevées de la part de la partie Matata, mais dont une exception fondamentale liée à l'incompétence de la Cour de cassation. La Cour de cassation devait constater et se dessaisir. Non, plutôt que de faire ça, la Cour de cassation saisit la Cour constitutionnelle. Parmi les institutions habilitées à saisir la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation ne s'y retrouve pas. Elle n'est pas reprise là-dedans. C'est une violation grave de la Constitution, intentionnelle, délibérée, grave, de la part d'une haute instance judiciaire, grave, gravissime. Les institutions qui sont reconnues pour saisir la Cour constitutionnelle en interprétation, vous avez le président de la République, vous avez le gouvernement, vous avez le président de l'Assemblée nationale, 1/10 des députés nationaux, le président du Sénat, 1/10 des sénateurs, vous avez le gouverneur de province, le président des assemblées provinciales, et la liste est limitative, elle est exclusive, elle s'arrête point barre. Alors comment expliquer que la Cour de cassation se soit adressée à la Cour constitutionnelle? Quelle violation grave de la Constitution. Très grave. Bon, qu'importe. La Cour constitutionnelle saisit, reconnaît quelque part dans son arrêt que la Cour de cassation n'a pas compétence pour la saisir. Donc, à la limite, tout ce qu'elle n'a pas voulu dire, c'est que la requête était irrécevable. Hein? Mais en réalité, c'est ce qu'il a dit. OK? Mais la requête là, sur laquelle il émet des réserves, la Cour constitutionnelle émet des réserves, mais il dit quand même que sur base de cette requête, parce que déjà la Cour de cassation transforme ce que la partie Matata avait formulé. Plutôt que de saisir la Cour constitutionnelle pour cette question de compétence, elle saisit la Cour constitutionnelle pour une question d'inconstitutionnalité. Ce qui n'avait pas été le cas, ce qui n'avait pas été évoqué par la partie Matata. Soit, cette requête qui arrive, elle est là, c'est une enveloppe. Elle est irrécevable. Et si elle est irrécevable, vous ne pouvez pas aller dans le contenu. Mais non, mais la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle va quand même dans le contenu pour dire que non, nous pouvons nous juger Matata. Et alors, on revient sur la première décision, on explique ça par des arguties judiciaires que je n'ai jamais compris jusqu'à ce jour. On revient sur la première décision de la même cour. Au point où Kobler, chez lui en Afrique du Sud, personne ne comprend dans quelle langue il parle. On dit, mais est-ce qu'il parle toujours la même langue que nous? Ou désormais, il parle le lingala? Parce qu'il explique que cette cour qui s'était déclarée incompétente est revenue sur sa décision pour se déclarer compétente. En Afrique du Sud, les uns les autres ne comprennent. La même cour. Oui, oui. Au nom d'un revirement jurisprudentiel, je n'y ai jamais compris. J'ai posé la question à de grands juristes ici. Ils m'ont dit que écoute, c'est du charabia, ça. Du charabia judiciaire et juridique. Soit, ben voilà, nous revenons. Et maintenant, la Cour s'est saisie de l'affaire. Elle reconnaît qu'elle a la compétence pour juger Matata. Ouais, mais il y a une nouvelle donne. Matata, depuis, est devenu député national. C'est la question que pose Vital Kamerhe. Pas sur les fonds. Sur la forme. Vous voulez juger Matata, passez par l'Assemblée nationale. Oui, mais pour cette affaire était pendante, non? Était pendante. Mais maintenant, il a un statut. Il est député national. Et en plus, c'est au nom de la cristallisation des peines. Matata est poursuivi quand il a été ancien Premier ministre. Quand il a été Premier ministre. Oui, mais c'est cela la question. Oui. Les poursuites ont commencé depuis 2021. Oui. Mais aujourd'hui, Matata est député national. Tout ce que l'Assemblée nationale demande, c'est que la Cour constitutionnelle revienne à l'origine de la procédure pour demander la levée de ses immunités. Il est jugé avec ses immunités. Il dit que cette procédure a commencé avant que Matata devienne député. Ah oui, mais c'est cela, il faut retourner vers son nouveau statut pour interroger celui qui a le pouvoir de dire oui ou non, vous pouvez poursuivre. Est-ce qu'il faut interroger les nouveaux statuts ou il faut aller avec l'ancien statut? Non, c'est le nouveau statut. Parce que celui-là, il est là. Et cet statut-là est opposable à toute situation de poursuite contre Matata.
Oui, mais les faits pour lesquels ce n'est pas quand il est député, c'est les faits quand il a été Premier ministre. Mais les faits, à l'époque, si c'est le cas, si j'entre dans votre logique, mais alors, pourquoi était-on allé demander la levée des unités au Sénat? Puisque ce sont des faits de la période où il était Premier ministre. Il fallait les poursuivre tout de suite sans passer par la demande de oui, levée. Et puis à l'époque, Bon, parce voilà. que la Cour s'était nouvellement saisie. Mais ici, elle ne s'est pas saisie. Ici, c'est la continuité. Il y a eu les élections, il y a eu d'autres aléas qui ont fait assez que C'est la continuité, mais avec un nouveau statut de Matata. Et ces immunités ont une philosophie. Ça veut dire, on dit que les députés côtoient la vie politique avec toute sa sensibilité et qu'il faut le protéger. C'est cela, cette réalité. Oui, mais là, les infractions lui reprochées, ce sont les infractions des premiers ministres, pas les infractions de députés nationaux. Non. Ça signifie que quoi? Quelle que soit l'époque où on situe les infractions, les principes que, compte tenu de la sensibilité de ces statuts de parlementaires, on lui a donné ces statuts particuliers. Alors que les faits précèdent son statut ou que les faits interviennent pendant qu'il est député, les principes restent les mêmes. Il faut le protéger, il faut aller demander à l'Assemblée nationale. C'est ça la question. Et là, nous avons l'impression qu'un bras de fer s'engage entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale. Je me sens très très gêné. Alors maintenant, dans ce cas, Matata va-t-il continuer de toutes les façons, à bouder la Cour constitutionnelle? Non, il ne boude pas la Cour constitutionnelle. Matata, je crois que sa position aujourd'hui est bien confortable parce qu'il est soutenu par son institution. Il ne s'agit pas d'une attitude personnelle de Matata, mais c'est toute une institution et pas n'importe laquelle qui dit non à cette procédure, qui considère que cette procédure est menée rondement et de manière cavalière. Voilà. Alors maintenant, la situation telle qu'elle est là, mais vous ne voyez pas qu'il y a des gens qui disent c'est encourager l'impunité? Non, la question des fonds, sur la question des fonds. Parce que les gens veulent connaître où s'est réparti l'argent de Boukangalombo. Ça, vous avez totalement raison. Ça, vous avez totalement raison. Mais vous devez aussi chercher à avoir raison quand on sait qu'en droit, la forme prime sur les fonds. Et quand la forme est violée, vous ne pouvez pas en ce moment-là dire que non, sous prétexte que celui-là, de toutes les façons à ce stade, Matata jouit de la présomption d'innocence. Donc on ne peut pas dire que puisque les faits sont très graves, on pouvait, quand vous avez violé la procédure, vous l'avez violée, la conséquence c'est laquelle? C'est la nullité de la procédure. C'est cela, non? Alors, il y a un téléspectateur, merci beaucoup, qui nous écrit, c'est un juriste, je pense, un avocat. Bonjour, monsieur Jean-David. Parce que nous sommes en direct. Merci beaucoup, vous nous suivez de partout. Addis Abeba, monsieur Alexis Ndombassi. Veuillez dire à votre invité, monsieur Mike Moukebaye, que la Cour de cassation a droit de saisir la Cour constitutionnelle, toute instance, pour des questions d'inconstitutionnalité ou de compétences, peut saisir la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle se présente ici en rempart, en dernier ressort ou dernier plan pour protéger la Constitution ainsi que les droits fondamentaux du citoyen. Attendez. J'aimerais qu'on s'arrête là. Il s'agit de ses opinions à lui ou de ce que dit la Constitution de la République. La Constitution de la République est claire. Elle énumère de manière limitative les institutions habilitées à saisir la Cour constitutionnelle en interprétation. Elle énumère de manière limitative. Je me suis retourné pour chercher Jimmy. J'avais prévu ces dispositions là dans mon téléphone. J'allais la lire ici. Elle énumère, et c'est limitatif, les institutions habilitées à saisir la Cour constitutionnelle en interprétation. S'il s'agit là de ses propres opinions, je le lui concède. Mais si c'est la Constitution de la République, elle dit tout autre chose que les opinions de mon compatriote. Donc voilà, ça c'est... il dit Béni, il s'appelle Maître Béni Nzengu depuis Mongafula. Bon, je veux continuer la question. Et la Cour constitutionnelle se présente ici en rempart et dernier ressort, dernier plan pour protéger la Constitution ainsi que les droits fondamentaux du citoyen, poursuivi devant une juridiction ou subissant une mesure administrative ou politique violant son droit constitutionnel.
Ça s'appelle, en droit constitutionnel, la question pour inconstitutionnalité. Mais il ne dit rien de nouveau, c'est ce que j'ai évoqué ici. Que la Cour de cassation a saisi la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité, mais elle n'en a pas compétence. La Constitution ne les reconnaît pas, ces pouvoirs-là. Et dans le cas où il y a violation de la Constitution, que fera la Cour constitutionnelle la Cour de cassation? Attendez. Les matières qui relèvent de la compétence de la Cour de cassation sont bien connues. Si cette question-là n'est pas de sa compétence, elle n'est pas de sa compétence, elle ne la traite pas. Elle n'est pas de sa compétence. Elle n'est pas de sa compétence. Et quand on la prend comme étant la juridiction suprême en matière pénale, on voit très mal comment elle va à son tour se mêler des questions d'inconstitutionnalité et aller outre la Constitution pour saisir la Cour constitutionnelle. Elle n'a pas cette compétence, elle n'a pas. Mais Matata Pognon ne sera pas condamné par défaut? Oh, peut-être, je ne sais pas, qui l'emportera dans ses bras de fer. Je vois Vital Kamerhe très déterminé. Et d'ailleurs, je crois que vous connaissez son passé, c'est un président de l'Assemblée qui est très porté à défendre ses députés. Quand je dis très porté, c'est que pas à le pousser à désobéir, à faire n'importe quoi et le protéger par la suite, non. Mais que quand il s'agit des intérêts de ses députés, il est très attaché à la légalité. Vous savez qu'à l'époque, c'est déjà lui qui avait fait que Nembwana Semi ne fasse pas l'objet d'une levée des immunités dans l'affaire Bundu Dia Congo. Voilà. Et Kamerhe, c'est un homme assez engagé dans ses idéaux. Je ne le vois pas reculer, donc ses bras de fer risquent de prendre une autre tournure dans les jours qui viennent. Parce que là, il s'était agi d'une déclaration, mais on est passé d'une déclaration à une correspondance à la Cour constitutionnelle pour dire clairement qu'elle doit se conformer à la procédure. Voyez-vous que c'est une matière purement politique et juridique? Non, j'ai démontré ici que le cas Matata était le plus emblématique pour montrer combien la justice était instrumentalisée en République démocratique du Congo. Qu'une même instance qui s'était déclarée incompétente revienne pour dire que le procureur général pour la Cour de cassation, je ne sais par quel mécanisme, envoie les dossiers alors qu'un jugement a été déjà prononcé et que donc le PG est dessaisi. Donc ça signifie que le dossier est allé au greffe. Il n'est plus à la portée du PG. Comment il a fait? Le dossier s'est retrouvé en sa possession et lui l'a transféré au procureur général pour la Cour de cassation. C'est trop de choses qui démontrent qu'en fait c'est une affaire politique. Et vous savez que c'est épisodique, hein? C'est épisodique cette affaire Matata. Tantôt on les laisse un peu tranquilles, parce qu'il y a certains enjeux qu'il faut le faire plier. Tout de suite on exhume l'affaire. Ça dure depuis 4 ans maintenant. On a compris ce qu'est au fond. Alors, il y a certains qui disent, lorsque la Cour a voulu entrer dans les fonds, c'est alors que maintenant Matata commence maintenant à s'agiter, à les saisir. Non, pas qu'elle a voulu entrer dans le fond. Oui. Je ne le dirai pas peut-être avec les mêmes mots que le juriste. Mais la forme tient le fond. Oui. Vous ne pouvez pas venir et vous foutre de la forme. Mais c'est cela le droit. Mais c'est cela le droit, la forme. C'est cela le droit. Ce n'est pas qu'il s'agite. Il se défend. Et il n'utilise rien d'autre que le droit congolais. C'est cela le droit, la forme, c'est cela le droit. Si vous enlevez au droit cette particularité-là d'être très respectueux en ce qui concerne les matières liées à la forme, c'est que ce n'est plus le droit. C'est que chacun en fera selon son gré. Selon son gré, c'est cela le problème. Donc, chaque juridiction empruntera sa voie à lui. Et puis, finalement, nous nous retrouvons dans quelle situation? Dans une pétodière, c'est cela le problème. Non, c'est cela le droit. C'est cela le droit, c'est cela le droit. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, en 2019, j'ai été arrêté et j'étais à Makala. J'ai passé 7 mois à Makala. Et pendant ces temps-là, mes avocats ont formulé une requête et l'ont déposée à la Cour constitutionnelle sur mes immunités. Et la Cour constitutionnelle a conclu à la fin que mes immunités, à l'époque de Godin Poyi, avaient été levées de manière illégale. Je n'avais pas été entendu. Le principe est que le droit est toujours contradictoire. Il faut opposer toujours à l'autre partie ce qui est mis à sa charge pour lui donner le moyen, le temps de présenter les moyens
de sa défense. Ça n'avait pas été fait. Godin s'était trompé, comme on disait qu'en période de vacances, les bureaux paient d'office statuaient sur la question. D'office n'exigeait pas que l'aspect contradictoire était à mettre de côté. Il ne m'a pas entendu. Et il a levé mes immunités. Le parquet est venu avec sa réquisition et lui a levé mes immunités. La Cour constitutionnelle a tranché pour dire que mes immunités avaient été levées illégalement. Et j'ai été relaxé sur base d'une question de forme. Pourquoi vous ne voulez pas que ce soit le cas pour Matata? Moi, je sais de quoi je parle. J'ai déjà, moi, comme ça, gagné un procès sur une question de forme. Et donc, je vous parle de cette affaire Moukébaï en 2019. C'est important, c'est important. Donc, c'est important. Il faut certainement que la forme soit respectée. Mais si. Et vous savez, c'est cela tout le problème. J'ai vu des gens s'agiter que, bon, nous allons procéder... ils ont imaginé quelque chose. Nous allons procéder à un troc minéré contre sécurité. Il y en a qui se sont montrés très enthousiastes, croyant que les Américains allaient tomber dans le panneau, dire ok, c'est maintenant le moment pour aller en République démocratique du Congo et investir. Mais ce sont ces questions-ci, comme celle du procès Matata, qui font que les investisseurs ne viennent pas. Personne à l'extérieur n'a confiance en la justice congolaise. Vous voulez que les investisseurs viennent dans un pays où une cour à un niveau aussi élevé peut se dédire elle-même. Et vous croyez que ça crée la confiance pour que les investisseurs viennent? Ce n'est pas le gouvernement américain avec Trump à la tête qui viendra investir à la République démocratique du Congo. Ce sont les multinationales. Elles sont regardantes à tous ces aspects-là, dans le pays où elles investissent. Très regardantes. Et les gens oublient que les Américains étaient bien présents ici, avec un gros investissement. Tenke Fungoumbe était américain. Ce sont eux qui ont vendu Tenke Fungoumbe aux Chinois. Et vous croyez qu'ils vont revenir si facilement? Et avec des procès de ce genre, vous croyez que ça suscite la confiance et que les investisseurs peuvent dire je peux aller là-bas et investir des centaines de millions de dollars? Ce n'est pas très très évident. C'est une question importante, il faut la prendre dans ces dimensions, comprendre qu'il y va de l'image de la République. Mais c'est dommage que les gens sont si acharnés à régler des comptes à Matata qu'ils ne voient pas le côté contre-productif de ce genre de procès. C'est dommage. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cet acharnement de Matata alors qu'on a vu, il y a eu des procès forage. Oh, les matins. Il y a eu de procès forage. Ah, parce que vous parlez, vous parlez de procès de forage et vous dites que Matata doit répondre. Mais le procès de forage a abouti à quelle conclusion? À l'acquittement de Mike Kassenga et à la condamnation de François Robot à 3 ans de prison. Dans les 48 heures, Mike Kassenga a été relaxé puisqu'il a été acquitté. Mais François Robot, il est où? Celui-là qui a été mis hors cause au niveau déjà de l'instruction, au niveau du parquet général près de la Cour de cassation. Celui-là qui a été mis hors cause. Mais sur les 71 millions de dollars versés à l'entreprise de Mike Kassenga, cette somme d'argent a été versée en 4 tranches. Il n'y a qu'une seule tranche qui a été décaissée sur demande de Robota. Les autres tranches, c'est celui-là qui a été mis hors cause qui a décidé du décaissement. Comment expliquer qu'il a été mis hors cause? Lui qui était ministre des Finances, qui n'avait rien à voir avec le projet, parce que le projet est porté par le ministre sectoriel, le ministre du Développement rural. Mais il a décidé et décaissé de l'argent à 3 reprises, près de 48 millions de dollars. Et il a été mis hors cause. Vous pouvez m'expliquer ça? C'est moins grave que Bukanga Lonzo. Et là, on a récupéré les fonds détournés. La question qui se pose dans l'affaire Bukanga Lonzo, pourquoi elle ne se poserait pas dans l'affaire Forage et Lampadaire? Là, cet argent est parti comme ça en fumée. Mais c'est très grave. Les chefs de l'État ne peuvent pas venir devant les Congolais et leur dire que la justice est malade. Non. C'est comme une sorte de déresponsabilisation et ce n'est pas correct dans une république. Voilà. Les chefs d'État auraient dû dire aux Congolais que voilà où nous nous situons. J'ai pris le pouvoir en 2019, j'ai trouvé la justice malade, voilà les remèdes apportés. Et aujourd'hui, je crois que nous avons récupéré une jambe. Demain, nous pouvons récupérer une autre jambe et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il devait présenter les choses. Et non s'arrêter à dire que la justice est malade, comme si par la suite il attendait que nous applaudissions ou que nous le félicitions. Et depuis qu'il a dit, qu'il a constaté, qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps? Des Congolais sont abusés tous les jours dans leur propre pays.
j'ai dans cette farde encore un dossier de la famille Moukoulomania à ma campagne. Papa est mort depuis des années, il leur a laissé une concession. Il se réveille un matin, des militaires viennent de la garde républicaine et occupent la concession. Et ils sont là jusqu'à ce jour. Et les avocats ont saisi l'auditeur général, l'auditeur, et il n'y a pas de suite à ce jour. Aucune suite. Vous vous imaginez un peu? Et c'est compliqué. Alors, pour terminer, Mike Moukebaye, vous êtes toujours ensemble? Oui, je suis du parti Ensemble pour la République. Mais c'est un parti qui est mis en veilleuse. Non, vous savez, il y a une réalité. Moi-même, je m'en plains. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Depuis que les armes ont commencé à parler, c'est comme si nous, les partis politiques, nous connaissions une période de léthargie. Il y a comme un flottement. C'est quand même très compliqué dans cette période trouble de pouvoir trouver une fenêtre et s'exprimer. En fait, l'initiative nous a été soufflée par ceux qui ont aujourd'hui le premier rôle en ce qui concerne les dialogues, mais les choses vont aller très vite et puis nous trouverons l'occasion de nous affirmer sur le terrain. Est-ce que vous avez été soutenu quand vous étiez en prison par votre parti? Oh, mais c'est une question qui me gêne. Pourquoi je veux venir parler Mais parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils sont en prison, le parti les oublie, ils sont là. Mais je ne m'en suis pas plaint moi-même en tout cas. Si ce n'était pas le cas, si je n'avais pas été soutenu, je m'en serais plaint. Je ne me suis jamais plaint. Donc, mais ce n'est pas des choses que moi je viens de dire ici, que Katumbi a fait ceci, que le parti avait fait cela. Mais au moins, vous avez vu qu'il y a eu des manifestations de soutien assez évidentes. Quand un homme de la trempe de Katumbi se déplace, alors qu'il vient d'une longue tournée fastidieuse du Congo central, et de chez lui, quand il arrive, tout de suite, il pique chez moi pour aller réconforter mon épouse et mes enfants. Vous n'imaginez pas combien ça coûte? Vous trouvez que c'est pas cher, ça? Mais les gens veulent que je dise combien j'ai reçu en termes de soutien. Mike Moukebaye, on l'a vu, vous avez fait trop la prison. Bon, ben, c'est quoi? C'est la 3e fois, je ne sais pas pourquoi. Parce que vous êtes une figure fulgureuse, là. Non, je ne suis pas une figure sulfureuse. Mais nous sommes là, nous sommes en train de réfléchir, toi et moi, ici, tranquillement. Vous avez fait la prison sous Kabila? Je ne sais pas. 2 fois sous Fiji. Je ne sais pas ce qui s'est dit. Alors que je ne sais pas ce qui vous aviez défendu ce qui est dit, on vous a vu dans des réseaux sociaux. Non, je ne l'ai pas défendu. Non. À un moment donné, nous étions engagés dans une voie. Que Félix Tshisekedi se sépare avec Kabila. Et j'assume ce que nous avons fait à l'époque. Je ne suis pas quelqu'un qui s'engage pour ceci ou cela. Quand j'ai dit oui, c'est que je crois qu'il y a dedans l'intérêt du Congo et des Congolais. Nous avons cru à ces projets-là. Et c'est ce qui a fait que nous avons apporté à Félix Tshisekedi le soutien quand il a décidé de se séparer d'avec Kabila. Mais par la suite, nous l'avons regretté nous-mêmes. Mais ainsi va la vie. Vous avez regretté? Ah oui. Il y a eu quand même de l'amertume par la suite. Il y a eu de l'amertume. Comment ce moment-là, qui était très capital, a été géré par la suite. Bon, écoutez, en politique, il ne faut pas regretter. Vous avez posé un acte, il faut regarder plutôt devant. Quel est votre Quand j'ai dit nous avons regretté, c'est une façon de parler. Nous regardons plutôt l'avenir. Quel est votre avenir politique? Mon avenir politique? Ministrable, responsable d'une société ou d'une entreprise publique? Ah ben ça vient d'où là, ces spéculations-là? Non, elles viennent d'où? Mais c'est... En perspective, un partage de pouvoir. À moins que vous sachiez des choses que vous me cachiez. Je ne sais pas quand vous dites ça. Qui sait, peut-être avec les consultations de Mike Moukebaye proposé à tel. Ben c'est clair que je ne suis pas demandeur. Et d'ailleurs, comment le serais-je? Parce qu'il s'agit d'un engagement de mon parti. Moi, je ne suis qu'un membre, un cadre du parti. C'est à mon parti de lever une option sur des questions comme celle-là. Le parti se porte bien? Mon parti? Oui. Non. Si je dirais qu'il se porte bien, je mentirais. Nous avons des petits soucis à l'intérieur. Nous aurions dû aller déjà au Congrès. Nous n'y sommes pas encore allés. Donc, il y a bien des petits soucis que nous allons régler au Congrès. Et c'est quoi? C'est dû à quoi? Cette léthargie? Bon, à nous-mêmes aussi, en tant qu'humains. Ouais, à nous-mêmes. Mais je n'étais pas là pendant 20 ans. Ou bien parce que votre président est en dehors du pays? Bon, ça aussi. Ça aussi. Ça... Lui aussi, il est devenu exilé à tout moment. Ah, voilà. Exilé sous Kabila. Voilà un autre contre lesquels tous les régimes, les différents régimes qui se succèdent ici, tous s'acharnent contre lui, je ne sais pas pourquoi. C'est comme la question que tu m'as posée, je ne sais pas pourquoi.
peut-être tel est mon destin et je le prends avec beaucoup de philosophie. C'est la réponse que je peux te donner. Vous comptez un jour diriger ce pays, votre parti? Ah, j'ai beaucoup. Katumbi. Ah ben si, nous sommes un parti de gouvernement. Quand tu vois les têtes qui sont là, Olivier Kamitatou, à Bolengetenge, tu te dis que quoi? Que nous avons fait lever de... mis sur la place publique les débats sur le fédéralisme. Qui continue encore. Mais pourquoi c'est un péché? Mais les de réfléchir. Non, de réfléchir d'abord. Pourquoi est-ce que c'est un péché? Non, mais j'ai dit pourquoi le contexte ne s'y prête pas. Ben, laisse-moi avancer. Allez-y. Pourquoi est-ce un péché de réfléchir? Acceptons de réfléchir. Ok? Oui. Acceptons de réfléchir. Opportunité, pas d'opportunité. Je peux te dire, moi, que sur le plan pratique, il est difficile que je m'engage dans ce débat-là aujourd'hui, parce que je ne sais pas quand est-ce que nous pourrons matérialiser ces projets-là. Ça, je peux le dire. Okay? Et certains aussi partagent ce point de vue-là. Mais laissez les Congolais qui veulent réfléchir librement. Il a lancé l'idée. Ceux qui veulent participer à ces débats-là avec lui participent à ces débats-là. Ceux qui ont une attitude comme la mienne peuvent aussi dire que non, ce n'est pas opportun. Il y a trop d'enjeux en ce moment auxquels nous n'avons pas encore trouvé de réponse pour que nous allions à une question aussi sensible. C'est une façon de voir. Mais laissez le Congolais réfléchir. Oui, mais ne fétichisons pas certains termes, certains vocables. Ah non. Et j'ai remarqué que ceux-là qui avaient trouvé qu'il était normal de s'engager dans la voie du changement de la Constitution en pleine guerre, parce que vous savez, jusqu'avant la chute de Goma et de Bukavu, certains pensaient qu'ils pouvaient aller comme s'il n'y avait pas la guerre. Il a fallu qu'on arrive à tel stade pour qu'ils comprennent. Ah donc ceux-là même qui en ce moment-là trouvaient qu'il était normal de s'engager dans ces débats ont crié cette fois-ci. Ah, comment en ce moment vous pouvez engager ce débat? Laissez les gens réfléchir. Merci beaucoup. Tout autant qu'il faut accepter des gens comme moi qui disent que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, voilà. Effectivement. Okay. Merci beaucoup, M. Mike Mukebai. Non, c'est à moi de vous remercier. Ça fait plusieurs tentatives. J'ai tenu beaucoup plus à ce que vous participiez à l'émission, mais avec les arrestations, cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Voilà. Merci. On poursuit notre matinale.